Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert Ophèle, le président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. En chair et en os, ça y est, c'est le retour des invités. Vous êtes le premier d'ailleurs. Bon, plein de sujets à voir ensemble. Si on prend un tout petit peu de hauteur, quels sont les premiers enseignements, au-delà même du régulateur, au-delà de l'AMF, qu'on pourrait tirer de cette crise, cette première phase de crise sanitaire qu'on a vécue, le confinement maintenant, on est en phase 2, le début de ce déconfinement progressif, lent, où on doit apprendre à finalement relancer la machine économique, Robert Ophèle, et coexister, cohabiter avec le virus, parce qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. Pas encore. Ouais. Pas encore, et on ne sait pas quand on Ouais. l'aura, ce qui de fait est une interrogation sur la profondeur de la crise économique que l'on va... Parce qu'on ne sait pas du tout à quoi va ressembler la reprise. De plus en plus, entre ceux qui nous disaient il y a 2 mois, ça reprendra vite en V, et finalement on se rend compte que éteindre le courant c'est une chose, remettre le courant c'est pas aussi facile de tout Non, relancer. il y a toutes les lettres de l'alphabet, Oui, le on en a W, Ah, vous êtes plutôt quoi vous? Vous êtes quoi? Vous êtes moi, L, vous êtes U? Non, je suis humble et modeste. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, il ne faut pas faire semblant de savoir, mais prévoir tous les scénarios possibles et avoir les réponses adaptées aux scénarios quand on voit qu'ils se matérialisent. Le premier enseignement, c'est quand même que le confinement sur les marchés financiers, eh bien, ça fonctionne bien de façon opérationnelle. Vous êtes bien placé pour le voir ici chez Boursorama. Hein. On a tous vécu cela. Nous, à l'AMF, on avait 95% de télétravailleurs et dans la plupart des institutions financières, c'était comme cela. Il y a eu à la fois ces conditions d'organisation, des volumes d'opérations extrêmement élevés à certains moments, une volatilité très forte sur les marchés, et toutes les chaînes ont fonctionné. Je veux dire, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est... Le premier élément, c'est le télétravail. C'est le triomphe du télétravail. Qui aurait imaginé, après est-ce que c'est source de productivité ou pas, c'est un autre sujet, mais qui aurait imaginé qu'à grande échelle, on ferait ça Et aussi longtemps. Ouais. Et aussi longtemps, parce que on a vécu des périodes de télétravail assez intenses l'an passé pour diverses raisons. Mais 2 mois... Il y a un avant, un après, selon vous? 2 mois... c'est évidemment un avant et un après. Chaque institution, et nous-mêmes d'ailleurs à l'AMF, on se dit, attendez, quel bilan tire-t-on de 2 mois de télétravail intégral? Et alors? Quel bilan en tire-t-on pour notre organisation future? Parce que tout le monde sent bien que même en période classique, normale, telle qu'on va la revoir, j'espère, prochainement, le télétravail aura une place beaucoup plus importante qu'auparavant. Et ça veut dire modifier les chaînes de décision, raccourcir un certain nombre de chaînes. Ça veut dire aussi avoir un travail collaboratif avec des outils plus performants. Et ça veut dire aussi, dans beaucoup de cas, revisiter les implantations dans les locaux. Hein, parce qu'on voit bien que quand on est en télétravail une journée par semaine, on n'organise pas les locaux de la même manière que si c'est 4 jours. Et c'est une interrogation profonde qui dépend beaucoup des postes en question. Hein. C'est pour ça que chez nous, on initie cette réflexion. Il ne s'agit pas de conclure trop vite, mais tout le monde fait cela et ça va modifier l'organisation du travail. Premier enseignement, il y avait un second enseignement. Le second enseignement, c'est on a eu une réponse extrêmement rapide des autorités publiques pour assurer la trésorerie, je dirais, de l'ensemble du système financier, c'est-à-dire beaucoup de reports. Prêts garantis par l'État, des les nouveaux charges sociales fiscales. La réponse massif, d'autorité pour vous est à la hauteur de la situation? Oui, c'est très clair. D'un point de vue économique. C'est très clair, oui, mais on sent tous que ce n'est qu'une réponse qui permet de faire la jonction avec quelque chose d'autre. Parce que tout le monde sait bien que ces aides, elles vont être levées sur l'activité partielle. On a vu que le gouvernement se dit au bout d'un moment, on ne va pas tout financer l'activité partielle, on va demander aux boîtes de elle finance des pertes, en partie. On finance des pertes. On ne finance pas de façon structurelle des pertes par du crédit ou des reports d'échéance. Voilà, ça finit Donc, ça finit mal. Donc, le challenge maintenant qui est devant nous, c'est de transformer cela dans des... Il va falloir faire des fonds propres. Parce que les entreprises, au final, on les a mis sous assistance respiratoire. Maintenant, elles vont
l'activité va se relancer, il faudra payer de plus en plus ses salariés, le matériel, enfin les loyers. Et si le chiffre d'affaires en face n'est pas au bon endroit, il y aura encore des pertes. Et donc la question, je vous vois venir, mais c'est un sujet, je crois que je l'ai évoqué, je crois que c'était lundi avec Patrick Artus qui me disait oui, il faut, et l'État y pense, je crois qu'il fait partie des tout le monde y y pense, et je suis très content qu'aujourd'hui ça devienne le sujet sur lequel tout le monde travaille. Donc l'idée, ce serait peut-être que les crédits ou les reports de charges sociales et fiscales, parce que à défaut de les payer, soient transformés, c'est ça, en prêts participatifs, que l'État devienne créancier quelque part des TPE, c'est ça le sujet ? Je crois qu'il va falloir, d'abord, tout dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui vont devoir se réinventer. Et donc, il va falloir d'ailleurs réinvestir pour réinventer ces secteurs. Il y en a d'autres qui vont devoir se réduire leur périmètre d'activité, d'autres des opportunités de développement. Donc, il n'y a pas de réponse générale. Mais il est clair qu'il va falloir faire feu de tout bois. C'est-à-dire... Pour éviter les faillites. Pour éviter les faillites. Ou pour éviter des faillites... malencontreuses, je dirais, qu'il y ait des réorganisations, des restructurations, des combinaisons à l'occasion de ce type de crise, c'est normal. Il ne s'agit pas de maintenir ce qu'on appelle les zombies entreprises, là. Mais il faut permettre à ceux qui ont une vraie stratégie de redémarrer. Et pour redémarrer, il va falloir transformer des dettes en fonds propres ou abandonner des créances. Donc ça veut dire avoir... Et ça, il faut faire feu de tout. C'est pour les sociétés cotées et les sociétés non cotées. Les sociétés non cotées, c'est quelques centaines de milliers d'entreprises. Donc c'est quand même pour des montants qui sont limités. Il faut faire feu de tout bois dans tous les instruments possibles. Émission d'actions, prêt participatif, vous l'avez indiqué. Mais ça se rembourse comment là ? Je obligations convertibles. Vous avez vu que Safran venait de faire une émission d'obligations convertibles. Tous ces secteurs-là. Et ça doit toucher tous les investisseurs. Sur la TPE, concrètement, ça fonctionne comment ? C'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu un report de charges sociales et fiscales. Je n'ai plus à les payer ? Non, si. Si l'État devient créancier, il faudra bien un jour les payer. Voilà, mais en dernier, plus tard. Mais on fait des quasi-fonds propres en mettant une hiérarchie dans les créanciers et en c'est pas du fonds propre, c'est pas de l'argent. Et en faisant de la rémunération quelque chose de fonction du résultat de l'entreprise. C'est-à-dire que... je vois pas en quoi ça aide la PME d'avoir plus de fonds propres si elle a pas... non mais... l'endettement, c'est un calendrier de remboursement et des intérêts à payer. Dès lors qu'on a des instruments qui ont des échéances et des rémunérations qui viennent derrière l'endettement classique et qui sont liés au développement de l'entreprise. Ça allège les contraintes financières. Ça allège considérablement les contraintes financières. Et par ailleurs, il y a l'équilibre entre des fonds propres et de l'endettement. Si on veut se réendetter, il faut augmenter les fonds propres. Mais ne pensons pas que la puissance publique, les autorités, le secteur public va faire tout le travail. Il y a une nécessité absolue de mobiliser tous les investisseurs possibles. Et de ce point de vue-là, j'attire l'attention sur le fait que les épargnants peuvent être sollicités. Nous avons vu au cours de cette période du mois de mars-avril que les épargnants individuels, finalement, au lieu de délaisser la bourse, y étaient revenus. C'était une surprise pour vous. Vous avez sorti le chiffre, 150 000 nouveaux boursicoteurs en 2 mois qui se sont lancés pour la première fois, donc entre fin février et fin avril. On croyait les Français fâchés avec la bourse. Ça vous a surpris ? En novembre, on a eu à peu près de 300 c'est la FDJ, c'est ça ? 340 000 particuliers qui sont entrés en bourse à l'occasion de la Française des Jeux. 300 nouveaux, des gens qui... mais la FDJ, c'est une entreprise qui est atypique, qui est mythique, voilà, c'est les jeux, c'est ancré dans notre quotidien. Là, on a une tempête boursière et on a 150 000 nouveaux boursicoteurs. Et alors le confinement a pu y jouer. Et d'ailleurs, les courtiers en ligne en ont été les vecteurs pour porter cette évolution. Mais ça fait 500 000, si j'ajoute les deux, 500 000 nouveaux investisseurs.
dans ces domaines-là, moi j'observe que dans la Française des Jeux, les gens qui sont entrés en novembre, aujourd'hui, sont donc très largement gagnants. Les gens qui sont entrés essentiellement d'ailleurs en bas du marché, mi-mars, aujourd'hui, se voir bien. Donc il y a l'idée qu'il y a là un gisement avec par ailleurs beaucoup de liquidités, puisque les épargnants ont beaucoup de liquidités aujourd'hui. Il y a des capacités à financer en fonds propres la reprise. Et les épargnants ont pu voir aussi dans ces périodes compliquées où certains ont eu des baisses de cours très fortes, la liquidité a toujours été au rendez-vous. Nous n'avons pas fermé les marchés et la liquidité au rendez-vous. Alors il y a toujours le risque parce qu'acheter des actions ou investir en bourse, c'est prendre un certain risque. Ah oui, merci de le rappeler. Il faut le diversifier, mais la liquidité est là. A été assurée dans ces moments de tension. Le profil de ces nouveaux venus en bourse? Plus jeunes. Ouais. Plus jeunes. Des gens, on a des chiffres oui, on a des chiffres. Nos chiffres sont de 36 ans, laissez-moi vérifier, 36 ans en moyenne pour les courtiers en ligne contre 49 ans pour le stock. Donc, 36, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans, ça fait 13 ans pour ceux, les nouveaux qui sont arrivés sur les courtiers en ligne. Pour les banques à réseau, on est passé de 61 ans de stock, 48 ans pour les nouveaux. Ah, donc pareil, 13 ans. Donc pareil, quelque chose de plus jeune, des moyens financiers en général plus limités, mais un nombre d'opérations plus élevé. Donc est-ce qu'on assiste à une nouvelle génération de boursicoteurs? C'est trop tôt pour le dire, évidemment. Mais c'est un élément, à mon avis, très, très rassurant et sur lequel il faut le tabler pour les renforcements à venir de fonds propres des entreprises. J'attire aussi l'attention qu'il y aura beaucoup d'argent cette année à régler dans le cadre de l'intéressement et de la participation. Parce que pour toutes les entreprises qui sont dans la formule standard, les résultats de l'année 2019 étaient élevés, et donc ont généré potentiellement des montants significatifs à investir en intéressement et participation. Robert Ruffel, puisqu'on parle de la bourse, parlons des sociétés cotées. On a vu au défilé ici beaucoup de patrons de sociétés cotées, SBF 120 ou CAC 40. Vous êtes satisfait de la communication autour de l'impact justement du Covid sur leurs comptes? Toutes les infos qui ont été données pour vous, c'est à la mesure ça a mobilisé de façon extrêmement forte les équipes de l'autorité des marchés financiers pour accompagner les émetteurs dans ce challenge totalement inédit d'avoir à communiquer malgré toutes les incertitudes que nous connaissons. Mais quand on a par exemple une guidance, une prévision sur les résultats, sur les perspectives de résultats de l'entreprise, il y a un moment, il faut les suspendre. Quand à l'évidence, elles ne seront pas... Donc ça ne vous a pas dérangé, mais au contraire, que des directions disent plus de prévision parce que... Nous sommes intervenus auprès d'elles pour dire suspendez-les. Dites que vous les suspendez. Si vous n'êtes pas capable d'en donner des nouvelles, mais qu'il est clair qu'elles ne sont plus d'actualité, il faut le dire immédiatement au marché. Parce qu'un marché ne fonctionne bien que si l'information qui est donnée par les émetteurs est de bonne qualité. C'est un challenge très fort. Dans cette perspective, vraiment ce que nous avons en ligne de mire aujourd'hui, c'est les arrêtés semestriels de fin juin. Parce que là, on aura un petit peu de recul, pas énormément, mais un petit peu de recul sur les conséquences de cette crise. Et les entreprises, à travers leur arrêté semestriel, vont aussi ancrer leur communication pour les mois qui suivent et pour en particulier de nouvelles émissions de dettes ou de fonds propres. C'est pour nous un challenge très très important à réussir, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre un pessimisme, la permanence des méthodes, un scénario trop pessimiste qui se traduirait par des
des comptes très désastreux, parce que, par exemple, tous les impairments de goodwill qui doivent être faits. Impairment de goodwill, mais moi je suis perdu là. Impairment de goodwill. Goodwill, je connais, c'est les survaleurs vous faites un test de résistance sur la pertinence de ce goodwill. Ouais. Le goodwill, c'est un écart d'acquisition. Pour revenir, que je reviens à mes leçons là, quand j'étais. Vous avez un écart d'acquisition entre la valeur d'un bien qu'on a acquis et le prix qu'on a acheté. Et si cet écart devient illégitime, trop important, il faut le provisionner. Il faut le. Vous ne le provisionnez pas. Oula, je sors de mon domaine de compétence. Vous l'écrasez. En perte. On prend en perte définitive, oui, sèche. En une fois, sèche, à du concurrence. Ça me rappelle la crise des. Mais vous ne le reprenez pas, alors qu'une provision, vous pouvez la reprendre. Ouais. C'est le cours du professeur Ophel sur le goodwill. Ce sont des sujets très sensibles. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on l'a vécu, là, ça nous renvoie un petit peu à la crise Internet, où à l'époque, il y a eu beaucoup d'acquisitions qui étaient faites à des niveaux aberrants. La crise des marchés et la baisse des valorisations avaient dû juste entraîner des amortissements des survaleurs. Voilà. Donc tout ça, c'est la même logique. Et l'heure de vérité, pour vous, ce sera donc, je reviens à votre sérieusement, l'heure de vérité, ce sera les comptes semestriels. Oui, là, c'est un point de rencontre important parce que c'est sur cette base. Après, c'est une valeur de marché aussi. La valeur de marché, elle est estimée là. Si dans 3 mois, les valos ont remonté, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais. Alors, c'est plus technique que ce que je pensais, mais. Non, mais. C'est important de pouvoir indiquer au marché où on en est de façon la situation financière instant T, et sur cette base-là, quelles sont les perspectives. On ancre des perspectives plus facilement sur une situation qui est mesurée et auditée. Bon, on va parler de la VAD. Oui. Dark Vador. Non, la vente à découvert, plus sérieusement. Oui. La vente à découvert. Oui. La semaine dernière, il faut rappeler plusieurs pays, France, Espagne. On est 6 à l'avoir fait. Au début de la crise en disant on arrête les ventes à découvert parce qu'il y a trop de volatilité. Voilà. On arrive. Alors la semaine dernière, je vous ai écouté, vous disiez que l'interdiction, encore une fois, des ventes à découvert, c'était une mesure exceptionnelle qui n'avait pas vocation à perdurer. Oui. Elle court jusqu'au 18 mai, donc lundi prochain. Oui. La question est simple. Comptez-vous, oui ou non, la prolonger? Alors, je ne vais pas répondre directement, bien entendu, parce que d'abord, c'est vraiment des décisions qu'on prend presque au dernier moment. Il faut intégrer l'ensemble des paramètres qui sont... Si vous deviez aujourd'hui prendre ces décisions, vous diriez quoi? Quelle est votre inclination? Votre inclination, c'est qu'il faut arrêter cette interdiction. Le caractère, est-ce que l'on est toujours dans un caractère exceptionnel? Qu'est-ce qui faisait qu'en mi-mars, on était de façon exceptionnelle? On a une chute générale des cours qui est très violente. Inédite, on n'avait jamais vu inédite, par la violence et la rapidité. Et vraiment qui touche l'ensemble de la cote. On a à ce moment-là des ventes à découvert qui sont en train d'augmenter gentiment, pas de façon massive, c'est pas ça qui a entraîné la chute, mais on a un sentiment on a des chiffres qui montrent que c'est en progression. Nous ne voulions pas rajouter un phénomène qui est très procyclique, parce que quand le marché est orienté de façon uniformément à la baisse, des vendeurs à découvert ne font qu'accentuer le mécanisme. C'est très procyclique, alors qu'évidemment, lorsqu'on est dans un marché qui est à la hausse, le vendeur à découvert, il est au contraire, il est presque contracyclique. Mais l'apport de la vente à découvert dans la formation des prix est très faible à ce moment-là. Et donc, de manière, pour éviter d'amplifier cette crise, on utilise les outils que la réglementation nous a donnés, qui est de dire que dans des circonstances exceptionnelles, mais on n'est plus, selon vous, j'essaie de lire... On l'est beaucoup moins, à l'évidence. Donc vous inclinez plutôt, votre inclination c'est plutôt mais la décision sera prise cette interdiction. En prenant l'ensemble, on est mercredi matin, on va aller voir jusqu'à aujourd'hui la bourse a l'air d'être bas, on va voir jusqu'en fin de semaine. J'attire aussi l'attention que dans notre esprit c'est important de se coordonner, d'en discuter avec nos collègues qui dans d'autres pays ont pris des mesures identiques. Parce que, et ils font quoi on en Espagne, en Italie, on ne comprendrait pas que, alors que ça n'a pas été coordonné. Chaque pays a
fait ça sur une base nationale, non? Chaque pays l'a fait sur une base nationale parce qu'on n'a pas pu le faire au niveau européen. Et vous le regrettez, ça? Bien sûr, parce que les circonstances étaient les mêmes dans tous les pays. Donc, voilà. Mais les circonstances étant donc à peu près les mêmes dans tous les pays, nous avons une coordination, on en discute entre superviseurs qui l'ont mis en œuvre. Donc, si je comprends bien, Robert, l'Italie, ouais. l'Espagne, la Belgique, la France, eux aussi, ils l'Autriche inclinent plutôt. et la Grèce. Ouais. Eux aussi, ils inclinent plutôt à Donc, supprimer cette nous interdiction. en avons une discussion. Mais ça revient finalement. Mais ça serait une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, Oui, ça signifierait clairement qu'il ne faut pas non plus sortir de sa condition. Un superviseur financier, un régulateur financier, il applique les réglementations qui existent. Nous avons une réglementation européenne qui encadre ces ventes à découvert et la manière dont le régulateur intervient. Donc les marchés semblent suffisamment stabilisés, l'hypervolatilité semble derrière nous. Donc on va attendre donc décision prise officiellement quand? Lundi? Ce week-end, et on en annoncera lundi. Mais à titre personnel, vous inclinez plutôt à supprimer cette interdiction? Moi, je suis... voilà. Je vous laisse conclure en fonction des éléments que j'ai indiqués. On peut mesurer l'efficacité, encore une fois, la vente à découvert sur... C'est un sujet très passionnant, se mesurer, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'écoles qui considèrent que c'est une mesure... Il y a plein de gens qui étaient furax aussi. J'ai reçu beaucoup de lettres d'épargnants qui me remerciaient d'avoir pris cette mesure. Il y a peut-être aussi ceux qui disaient « ouais, vous êtes gentils, quand ça monte les marchés, vous êtes bien content de trouver des vendeurs à découvert dans l'autre sens, et là, pour le coup, c'est notre moment. » Oui, mais c'est aussi pour cela que les restrictions sont temporaires, que ce n'est pas des restrictions générales. Et par ailleurs, ce sont des restrictions. C'est-à-dire que les gens qui font la liquidité du marché, les market makers, ont la capacité pour pouvoir faire leur métier de vente à découvert également. Donc le point qui sera vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir, à froid, comparer la situation pour des valeurs qui ont fait l'objet d'une restriction, d'une interdiction des ventes à découvert. Combien déjà? Il y a 200 valeurs, j'ai plus le chiffre. C'est toute la cote. Toute la cote. C'était progressif de mémoire. Le premier jour, nous ne l'avons mis que pour les valeurs qui avaient dévissé de plus de 10% dans la journée, ce qui faisait à peu près 80 valeurs. Ouais. Et le lendemain, nous l'avons étendu à l'ensemble de la cote, comme ça se passe donc dans les pays que j'ai cités. Ouais. Mais on va pouvoir comparer Lufthansa, Air France, on va pouvoir comparer Unibail, Rodamco et Klépierre, on va pouvoir... Et là, je pense qu'il y a un domaine de recherche, parce que je ne vais pas conclure trop vite, sur l'efficacité relative de cette mesure, qui par ailleurs, je trouve, était aussi un élément pour faire comprendre à l'ensemble des épargnants que on ne parie pas de façon massive et générale contre l'économie française. Quand vous-même, vous avez vu dévisser le CAC 40 en une journée, cette fameuse journée où on est à moins 12, quelle est votre réaction là? Vous vous dites, oula, mais l'écroulement du système, là, le saut dans le vide, on y est peut-être, hein. Non, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je suis dans la tête de Robert Ruffel. La première réaction, c'est est-ce que les coupes-circuits et les circuits de breaker marchent bien? Parce que ce sont des mécanismes clés dans ces périodes. On les a, les coupes-circuits, je me rappelle, surtout aux États-Unis. Non. Non, mais moi je me rappelle, enfin, ils ont été plutôt activés aux États-Unis, peut-être que je suis... sur une belle journée d'Euronext, c'est 3500 suspensions dans la journée. Et au contraire, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils s'interrogeaient sur la pertinence de la manière dont leur coupe-circuit avait fonctionné, alors que notre regard à nous, en Europe et en France en particulier, je dis en France en particulier parce que c'est une décision qui est plateforme par plateforme. Il n'y a pas d'homogénéité en Europe sur ce point-là. Vous pouvez suspendre une valeur sur Euronext Paris et la même valeur ne sera pas suspendue sur un MTF. Bon, bref, passons. Mais ça rejoint le sujet de l'intégration des marchés de capitaux européens. On manquerait de temps pour en faire 2 heures là-dessus, mais ça rejoint le sujet quand même. Ça rejoint le sujet. Ouais. Et ça, c'est un point très important parce que le coupe-circuit, on arrête là, ça a décalé, on arrête. Donc vous pensez 3 à ça, minutes. Ce jour-là, vous vous dites... mais est-ce que ça marche bien?
Coupe-circuit, c'est qu'on arrête les cotations. On arrête les cotations pendant 3 minutes, Ouais. les gens réfléchissent et on reprend. Et on reprend, et donc on évite des emballements, éventuellement des emballements d'ailleurs de circuits, de mécanismes à haute fréquence d'ordinateurs qui a. Donc c'est un mécanisme ça fonctionne bien. Donc ça, c'est ma première. Si ça n'avait pas fonctionné, la fermeture du marché était une option. On peut suspendre le marché. Vous avez réfléchi on à peut ça, suspendre à le la marché fermeture des pendant bourses. 24 heures, bien sûr. On peut le faire. Mais on le voit. Il n'y a pas besoin. Si on le fait pour des motifs opérationnels. Parce que les mécanismes que l'on a, qui sont prévus, et on les avait revus après l'affaire Vinci en 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le cours avait chuté très très fortement après une fake news malencontreusement transmis dans le marché par certains acteurs qui depuis ont d'ailleurs fait l'objet d'une sanction de la commission des sanctions pour ce fait-là, avait entraîné une chute très très brutale du marché. Donc vous vous dites, les coupes-circuits, ça fonctionne. Le fameux jour, là, on est en mars, ça, on perd 12% sur le CAC 40. Et là, s'il fonctionne, il faut que les marchés restent ouverts. Il faut que les marchés restent ouverts parce que c'est indispensable au bon financement de l'économie. On peut dire que le marché action, ce jour-là ou les jours suivants, ce n'est pas un marché qui finance l'économie. Mais ne pensons pas que les financements obligataires ou les financements de ces entreprises qui sont cotées puissent continuer quand le marché action est suspendu. Les marchés, c'est un tout. Donc, et le marché action, c'est un ancre pour le reste, pour l'ensemble des marchés. Donc, gardons-les ouverts et quelque part, le fait de faire les restrictions sur les ventes à découvert fait partie de ma réflexion à ce moment-là en disant, si je veux les garder ouverts, il faut qu'ils fonctionnent bien. Ouais. Coupe-circuit et pas de vente à découvert inopportune. Bon voilà, merci en tout cas. On pourrait continuer, mais ça fait déjà un petit moment qu'on papote. Non, il y avait ce sujet, sur le régulateur, ce manque de coordination, vraiment en 30 secondes. C'est un truc que vous déplorez, vous regrettez, le fait que finalement chaque pays ait fait son truc, sa petite souplette dans son coin. Ouais. Le moment était venu de montrer qu'il y avait une harmonisation, des politiques communes d'urgence. Il y avait une opportunité, mais ça a montré les limites de cette intégration, de cette approche coordonnée. Mais ça a aussi montré, et dans mon esprit c'est très important, la limite de réglementations qui sont essentiellement nationales. Ne reprochons pas aux autorités européennes quelque chose qui est en fait imputable à des transpositions diverses de textes européens qui rendent très complexe une réaction unique et harmonisée en Europe. Bon voilà, avec Robert Oeffel, on a parlé de vente à découvert, on a parlé d'amortissement de survaleur. Interview évidemment en direct, mais à revoir en replay à partir de 14h. Robert Oeffel, donc président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci à bientôt. Bye.